Bien, bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons continuer donc, le cours avec un deuxième volet qui va être dédié aux neurotechnologies dites cliniques. Et par neurotechnologie clinique, j'entends les technologies qu'on va trouver aujourd'hui au sein de l'hôpital. Donc il y aura quand même certaines descriptions qui vont correspondre aussi à des technologies qui sont un peu plus expérimentales, mais néanmoins utilisées dans l'environnement clinique. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment donner cette vue d'ensemble sur qu'est-ce qu'on peut trouver à l'hôpital aujourd'hui en termes de neurotechnologie et dans quel contexte. Donc on va parler de neurotechnologie clinique lorsqu'on va avoir besoin d'une alternative pour soit diagnostiquer, soit traiter un dysfonctionnement du système nerveux, là où l'approche pharmacologique n'a pas fonctionné. Donc en général, c'est l'approche qui va être utilisée et développée. Donc on va avoir typiquement deux grands cas de figure où on va utiliser les neurotechnologies. Les premières, ça va être dans le cas de traumatisme, et en particulier une lésion ou un trauma dans le système nerveux central, donc, qui peut amener par exemple à la paraplégie. Mais on a aussi des applications qui vont être liées aux conséquences de certaines maladies neurodégénératives, qui en fait, dans les deux cas, on va avoir une altération du mode de fonctionnement normal du système nerveux. On a vu la semaine dernière que le système nerveux était vraiment le chef d'orchestre de notre organisme. Donc si, d'une manière ou d'une autre, on endommage ou on enlève ou on perturbe la manière dont cette orchestration est faite, on va avoir des problèmes qui peuvent être soit induits de manière moteur, on va perdre par exemple dans le cas d'une lésion de la moelle épinière, on va perdre l'usage, par exemple, moteur des jambes ou des bras en fonction de la position de la lésion. On peut aussi perdre des sensations. Et dans le cas de certaines maladies neurodégénératives, on va aussi perdre certaines cellules ou certaines fonctions de capteurs ou de récepteurs qui, en fait, renseignaient aussi le système nerveux sur l'état en fait, du corps de manière générale. Et là, on a perdu ce lien bidirectionnel entre le reste de l'organisme et le système nerveux. Et de fait, on va perdre donc les fonctions naturelles et normales du système. Certaines autres maladies vont aussi induire un changement de la manière dont les neurones communiquent entre eux. C'est le cas, par exemple, de la maladie de Parkinson, où on va avoir un flux d'informations neuronales qui est plus fort, plus prononcé qu'il devrait dans certaines régions du cerveau. Donc, dans cette thématique-là, on va essayer d'utiliser du coup des dispositifs ou des techniques qui vont nous permettre de voir, de mieux comprendre ce qui se passe dans le système nerveux pour trouver des meilleures stratégies pour essayer de réparer ou en tout cas prémunir certaines conséquences de ces conditions. Donc dans les applications cliniques, on va trouver les neurotechnologies dans trois grands domaines et souvent on va voir le patient va utiliser les techniques dans les trois domaines. Le premier, ça va être dans le diagnostic. Donc une des technologies les plus utilisées dans ce contexte-là, ce seront les techniques d'imagerie comme l'imagerie IRM, donc l'imagerie à résonance magnétique, qui va nous renseigner de manière anatomique, mais également de manière fonctionnelle, donc ça on va voir un petit peu plus en détail tout à l'heure, sur l'état du système nerveux. On va avoir des techniques d'intervention. Ces techniques, elles peuvent être comme présentées ici, sous la forme d'un dispositif qui est implanté. Donc là, on va insérer une électrode, il y a un acte chirurgical, une procédure chirurgicale qui va permettre de placer le dispositif dans le système nerveux. Et cette intervention, dans le cas de cette stimulation cérébrale profonde, va avoir pour but de stimuler localement le système nerveux. Mais on peut aussi avoir des techniques d'intervention qui vont être non invasives et auquel cas on a le dispositif qui va être placé à la surface du corps du patient.
Et enfin, souvent, lorsqu'on a fait ces 2 premières étapes, on va avoir une étape dite de réhabilitation ou de rééducation, où, en fonction de la condition qui nous préoccupe, on va utiliser souvent une assistance robotique, où là, par exemple, vous avez un exemple d'un patient qui souffre d'une lésion de la moelle épinière, qui bénéficie d'un implant qui est placé sur la moelle épinière pour stimuler la moelle épinière dans la zone qui correspond à l'activation des membres inférieurs. Et là, on voit que la personne a une phase de rééducation ou un soutien robotique pour l'aider à se maintenir et à supporter son poids au début de la thérapie, afin que la personne apprenne en fait à bénéficier de cette technologie. Donc il y a souvent dans les développements et l'utilisation des neurotechnologies en clinique une constante temps très longue qui va de la prise en charge au moment du traumatisme ou au moment de la dégradation du fonctionnement de la personne, du tissu, jusqu'à une phase de rééducation. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on a 2 grandes familles dans ces 3 thèmes, 2 grandes familles de technologies, les techniques qui sont donc non invasives, donc beaucoup des techniques d'imagerie vont être dans cette catégorie non invasive. Et ici, vous avez un exemple d'un casque dit EEG, donc c'est un casque d'électroencéphalographie, qui permet en fait de mesurer de manière non invasive l'activité cérébrale. Le cas invasif, on a aussi des électrodes que l'on peut positionner, cette fois non à la surface de la tête, mais à l'intérieur, sous la boîte crânienne. C'est ce qu'on voit ici avec le positionnement d'une grille d'électrodes ici sur une partie du cortex, on la voit également ici. Et ces électrodes-là vont permettre également de mesurer l'activité cérébrale, mais à une autre résolution, à une autre réponse temporelle également. Et à cette fois complètement implantée. Donc on a deux grandes familles, deux approches qui ont toutes les deux leurs avantages et leurs inconvénients. Donc il n'y a pas de bien ou mal, je dirais, dans le choix des technologies. C'est vraiment, ces technologies sont choisies en fonction de la condition de la neuropathie qu'on veut adresser. Donc, si on regarde la manière dont les technologies ont évolué, et en particulier les technologies dites de mesure, ici c'est un diagramme qui est un petit peu compliqué, mais il est intéressant parce qu'il vous permet de positionner les techniques de visualisation de l'activité cérébrale en fonction de l'espace-temps et l'espace, la dimension spatiale. Donc sur l'échelle, ici en X, vous avez l'échelle des temps. Donc on a vu la semaine dernière qu'au niveau du neurone, on a des interventions, un signal qui va avoir une signature de l'ordre du kilohertz. Donc on va s'intéresser plutôt, si on cherche à voir ce qui se passe au niveau du neurone, on va être dans la milliseconde au niveau de la réponse temporelle. Mais si on va sur des réponses qui sont plus globales au niveau au niveau d'un circuit, au niveau même du cerveau lui-même et de l'organe, on va avoir des constantes de temps qui seront plus longues. Au niveau anatomie, on a aussi une grande gamme de dimensions qui vont des plus petites qui sont au niveau du synapse, qui sont vraiment l'échange neurone à neurone, dendrite à dendrite. Ensuite, le neurone, lui, il est au niveau de l'échelle micro dizaines de micromètres. Et ensuite, si on va sur les différentes couches du cortex, les noyaux ou encore les lobes du cortex ou le cerveau en global, on va avoir des dimensions là qui seront plutôt de l'ordre de la dizaine de centimètres. Donc on a une grande gamme et en réponse temporelle et en géométrie ou en structure de l'organe que l'on veut interroger. Donc ça, c'est une évolution entre 1998 puis 2014, et là les choses ont un petit peu encore évolué, mais globalement ce diagramme reste encore très, très actuel. Et on voit qu'il n'y a pas une seule technique qui va couvrir en fait tous les régimes. Donc on va avoir des techniques qui vont être très, très utiles pour comprendre ce qui se passe au niveau du neurone.
Donc vraiment, c'est presque du 1 pour 1 où on aura une électrode ou un type de mesure qui nous renseignera sur le fonctionnement d'un neurone. Et ensuite, on a des technologies qui vont être plutôt comme l'IRM, qui vont être plutôt au niveau de l'organe, qui, elles, ne vont pas nous donner une information qui va aller à la cellule près, mais qui va nous renseigner plutôt sur ce qui se passe au niveau de l'échelle globale d'une zone du tissu ou du cerveau ou de la moelle épinière globale. Le EEG, qui est une méthode très, très, très courante, est typiquement utilisée sur l'organe complet et va nous renseigner sur une zone d'information qui va de l'information de quelques neurones à un groupe de neurones. Donc, l'information à retenir sur ce diagramme ici, c'est que pour combiner résolution spatiale et résolution temporelle, on va devoir, si on faisait un axe le long de la diagonale ici, en fait, c'est aussi lié à la manière invasive de la technique. Donc plus on est loin de la cellule et du tissu que l'on veut interroger, plus la résolution sera petite. Et donc on a au niveau de ici, donc si on a des techniques qui vont interroger le cerveau global, on sera beaucoup moins invasif que si on veut avoir l'interface avec un neurone. Donc ça, c'est un point important. Toutes les autres méthodes ici, comme l'optogénétique, qui sont des nouveaux modes de dialogue avec le système nerveux, sont des points qu'on verra ultérieurement, qui ne sont pas encore arrivés dans le domaine clinique, en fait, où ils sont encore en phase de translation. Donc parlons maintenant un petit peu plus de l'imagerie à résonance magnétique, donc l'IRM. Donc l'IRM, c'est un équipement, une technique d'imagerie qui est basée sur des champs magnétiques et les molécules d'eau et les propriétés intrinsèques des molécules d'eau quand elles sont placées dans un champ magnétique fort. Donc le principe même, ou l'appareil en fait de l'IRM a une structure que vous avez peut-être déjà vue, qui correspond à une sorte de grand tube dans lequel on va placer la partie du corps que l'on veut imager. Donc si c'est la tête, typiquement, on va installer la personne sur ce lit et l'insérer dans le tunnel. Et la partie importante de la structure ici, c'est cette sorte de grand cylindre qui correspond à l'aimant. Donc toute l'imagerie IRM repose sur le champ magnétique qui est généré par cet aimant, qui sont des valeurs d'aimant avec de 1,5 Tesla ou jusqu'à 7 en niveau clinique, qui sont des aimants qui sont vraiment, vraiment énormes. Pour vous donner un ordre de grandeur à quoi ça correspond, 1,5 Tesla. Donc 1,5 et 1,6 Tesla, ça correspond à environ 30 000 fois le champ magnétique terrestre. Donc c'est vraiment des niveaux en fait, de champ qu'on va avoir à l'intérieur de la structure IRM qui sont très, 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 très fortes, mais qui vont nous permettre en fait, d'imager de manière très uniforme ces structures dans les tissus. Donc on utilise l'IRM on va voir, pour 3 fonctionnalités principales. La première, ça va être d'utiliser l'IRM pour comprendre l'anatomie de la structure. Donc en fait, lorsqu'on fait une image, une séquence en IRM, non seulement on place le tissu biologique, donc la personne, dans le tunnel, donc il va être exposé au champ magnétique constant qui est généré par cet aimant, mais la mesure, elle va être faite en fait par un petit système d'antennes qui va être positionné proche du tissu à visualiser. Lorsqu'on place les tissus dans le champ, en fait, les protons, donc les structures en particulier qui sont liées à H2O, donc dans l'eau, qui sont placées dans ce champ magnétique, vont en fait avoir ce qu'on appelle un alignement, donc générer un moment angulaire qui s'appelle le spin, qui va s'aligner avec la direction principale du champ magnétique dans l'environnement de mesure. Et ensuite, ce spin va tourner à une certaine fréquence, donc qui s'appelle la fréquence de précession et qui est typiquement de l'ordre qui est dans le domaine des radiofréquences. Donc c'est un système qui tourne. Les protons vont donc s'orienter avec leur spin en fonction du champ magnétique lié à l'élément. Et ensuite, lorsque l'on place des bobines à proximité
du tissu à imager, en fait, ces bobines vont induire des petites stimulations, si vous voulez, et elles vont être là pour mesurer en fait les fluctuations de ce moment angulaire. Et à partir de ces détections, on va pouvoir reconstruire l'anatomie, en fait, le positionnement de ces différents molécules à l'intérieur du système nerveux. Donc on a la chance que dans le système nerveux, et on a vu ça la semaine dernière dans le cerveau en particulier, on a principalement de l'eau. Donc c'est une structure, une technique qui est très utile en fait pour les tissus, en particulier les tissus mous, donc les systèmes nerveux, les muscles et autres. La deuxième méthode qui est utilisée, ou l'exploitation de l'IRM qui est utilisée, c'est non seulement pour renseigner sur l'anatomie, donc sur les structures du tissu, sur la manière dont les tissus sont organisés dans la dimension 3D. Donc, une chose que j'ai oublié de dire, c'est que la mesure en IRM se fait par plan, donc on fait des mesures par plan et ensuite on peut déplacer le capteur, si vous voulez, pour reconstruire ensuite l'image en 3 dimensions du cerveau. Donc, un deuxième point qui est intéressant aussi, c'est d'utiliser une modalité de l'IRM qui s'appelle l'IRM de diffusion, qui cette fois va nous permettre en fait de mesurer le déplacement des molécules d'eau, en particulier à l'intérieur des axones. Donc, on a vu la semaine dernière que tous les neurones avaient cette grande structure filaire qui s'appelle l'axone, qui leur permet de relier un neurone au suivant. Et souvent, ces axones, on a vu également, qui sont myélinisés, donc ils ont cette structure cellulaire et surtout lipidique qui est autour de l'axone. Et en fait, ce qui permet en fait d'utiliser ces techniques de diffusion pour suivre en fait le déplacement des molécules d'eau à l'intérieur de la structure, et donc de reconstruire en fonction des vitesses que l'on va pouvoir calculer à partir des différentes séquences d'images. On va pouvoir du coup établir en fait tout l'arborescence des axones qui sont dans le cerveau. Donc là, avec cette technique, on a non seulement l'anatomie, mais maintenant on va avoir la connectique en fait entre les différents neurones dans le tissu. Et enfin, la dernière exploitation de l'IRM, c'est l'IRM dite fonctionnelle. Et cette IRM fonctionnelle, elle va consister elle va essayer de mesurer la manière, le signal qui va être généré pour mesurer lorsque l'on passe la personne dans le scanner, va être fonction en fait de l'activité cérébrale de la personne. Lorsqu'on a vu la semaine dernière aussi qu'il y a une grande vascularisation dans le cerveau, puisque le cerveau est très gourmand en énergie et en oxygène et en sucre et en autres nutriments. Et lorsque l'on pense à faire quelque chose, ou lorsqu'on nous demande de faire un mouvement, etc., on a un recrutement en fait de neurones qui vont se mettre donc à générer leurs signaux, et donc on va avoir une augmentation des échanges d'oxygène au niveau de ces neurones, et on va donc pouvoir monitorer avec l'IRM ces changements de taux d'oxygène dans le sang. Donc plus on va recruter, plus on va solliciter l'activité cérébrale et les neurones en particulier, plus on va avoir en fait besoin d'oxygène dans le sang pour alimenter en fait les différents neurones. Et ça, on peut le détecter aussi avec cette technique qui va s'appeler BALL, donc pour la dépendance de cette activité cérébrale en fonction du taux d'oxygène dans le sang. Et donc, en faisant ces approches-là et ces techniques, on peut maintenant avoir l'anatomie, la structure globale de la connexion entre les différents neurones, et maintenant on peut aussi identifier dans le temps les zones qui vont être sollicitées lorsqu'on va demander à la personne de faire une tâche particulière. Donc pour faire de l'imagerie fonctionnelle, on peut demander par exemple à la personne de fermer et d'ouvrir les yeux, ou bien d'essayer de faire un calcul mental, et après on peut comparer les zones dans le cerveau qui vont être plus ou moins recrutées, plus ou moins sollicitées lorsqu'on fait ces efforts. Donc c'est vraiment une technique
l'IRM qui est extrêmement versatile, puisqu'on va pouvoir l'utiliser pour ces différentes approches. Elle nous renseigne non seulement sur la fonctionnalité, mais aussi sur l'anatomie. Et elle est non invasive, donc ça veut dire que c'est une technique qui est facile d'accès pour la plupart des patients et des personnes. Le seul petit point à considérer ici, c'est que c'est la résolution spatiale de cette technique. On est plutôt dans l'ordre du millimètre au niveau de la résolution d'un voxel, donc qui est le point, le volume minimal qu'on arrive à sonder en utilisant ces technologies. Donc, si on veut voir la résolution à l'échelle du neurone, ce n'est pas une technique qui va être adaptée. En revanche, si on veut avoir une information plus globale sur le tissu, vu qu'on a une résolution de l'ordre du millimètre cube, c'est une technique qui est très adaptée. Donc on utilise maintenant cet ensemble de technologies pour essayer de développer aussi ce qu'on appelle une médecine plus personnalisée, où on va utiliser les 3 fonctionnalités pour vraiment chacun, on a tous notre activité cérébrale et notre organisation spécifique. Donc plus on va connaître le mode l'anatomie et le connectome du cerveau, mieux on pourra en fait prédire ensuite des utilisations de stimulation ou de réhabilitation qui vont correspondre aux conditions que l'on va vouloir traiter. Donc l'IRM est vraiment une étape importante dans le diagnostic et dans l'utilisation des neurotechnologies aujourd'hui en clinique. Donc maintenant, si on regarde un autre mode une autre technologie qui va nous permettre de nous renseigner sur cette fois l'activité cérébrale, on va parler, et on en a parlé un petit peu déjà la semaine dernière, c'est le EEG, donc l'électroencéphalographie. Donc c'est une technique qui est aussi non invasive, donc qui correspond en fait à placer à la surface de la boîte crânienne un réseau d'électrodes. Alors ici, et en général, c'est pour que ces électrodes elles restent en place, on les intègre dans une sorte de bonnet. Chaque disque que vous voyez ici correspond à une électrode. Les petits fils blancs correspondent au fil électrique qui relie l'électrode ensuite à la structure et à l'instrumentation qui va nous permettre de collecter l'information. Ces électrodes, elles sont positionnées à la surface donc, de la peau. Et en général, on utilise un gel qui va nous permettre d'assurer le contact physique entre l'électrode et puis la peau, mais aussi assurer une conductivité électrique entre les deux structures. Les cheveux, c'est un gros problème au niveau de l'utilisation des EEG, puisqu'ils séparent un peu, ou ils empêchent la bonne adhésion de l'électrode sur la boîte crânienne. Donc à partir de ces électrodes, alors il y a des EEG qui peuvent avoir quelques électrodes, on peut avoir des EEG en bandeau ou des EEG avec une grande densité d'électrodes, ça c'est en fonction de la résolution et de l'utilisation qu'on a de cette technique. Et donc chaque électrode va mesurer un signal, et on a en fait différents types de signaux qui sont en fait classifiés en fonction du domaine de fréquence qu'ils expriment en bandes. Donc on a de la bande delta à la bande gamma. Et donc ça, on a tous, en fonction des activités qu'on fait, à un moment donné, si on mesure les EEG, on va avoir ces types de signaux qui vont être mesurés. Les bandes gamma, par exemple, sont des signaux, on voit, qui sont beaucoup plus haute fréquence, enfin relative, puisqu'on est quand même de l'ordre de la trentaine de Hertz par rapport aux bandes delta qui, elles, sont en général des bandes, des signaux typiques qu'on va mesurer lors du sommeil. La bande gamma, elle va être plutôt mesurée lorsqu'on demande à la personne de faire une activité. Donc il y a différents rythmes et en fonction des rythmes physiologiques et types d'activités que l'on va faire. Donc ça, ce sont les classifications des signaux que l'on peut mesurer. Donc ça, c'est pour chacune des électrodes. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait ensuite au niveau clinique une fois qu'on a fait ce type de mesure? Donc là, ici, je vous ai mis un exemple sur l'utilisation de l'EEG pour aider à définir, dans le cas d'un patient qui souffre d'épilepsie, d'aider à localiser où
et le foyer épileptique dans le cerveau. Donc, quelle est la zone à l'intérieur du cerveau qui va en fait être le point focal des crises d'épilepsie, enfin qui vont générer l'épilepsie. Donc, en fait, typiquement dans ce type de mesure, on va placer le casque EEG sur la personne et en fait, on va faire des mesures sur une vingtaine de minutes, typiquement. On mesure en continu sur tous les canaux de l'électrode. Et ensuite, on va comparer les signaux les uns avec les autres. Ici, vous avez donc une représentation des signaux bruts, donc pour chacun des canaux. Donc ça, c'est l'amplitude. Et puis sur l'axe des X, vous avez le temps. Sur cette figure ici, on a superposé tous les signaux. Donc c'est comme si vous preniez ces graphes et on les met tous les uns sur les autres. Et on fait ce genre de manip pour essayer de détecter si vraiment il y a un événement à un instant donné qui apparaît. Et on voit ici qu'il y a cette zone qui correspond où il y a des grands pics qui correspondent en fait à une période où il y a eu une réponse épileptique du tissu. Et donc ça nous permet, ces études-là nous permettent de définir quand ces étapes d'épilepsie ont eu lieu. Mais ce qui est surtout intéressant dans ce type de mesure, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle ensuite une sorte de cartographie. Donc en fonction des amplitudes qui sont mesurées et en fonction de la localisation de l'électrode par rapport à la boîte crânienne, on peut reconstituer des lignes de champ qui vont correspondre, avec leur amplitude, à des zones qui ont été plus ou moins activées, où on a eu une mesure cérébrale plus ou moins grande à un instant donné. Et donc en faisant ça, on arrive ensuite à reconstruire en 3 dimensions, à estimer la zone a priori du foyer épileptique. Donc ça, ce sont des étapes qui sont très importantes dans le contexte de l'épilepsie. Quand l'épilepsie ne peut pas être traitée ou est réfractaire au traitement pharmacologique, souvent une procédure clinique suivante, ça va être une chirurgie qu'on appelle de résection pour enlever la zone du foyer épileptique si c'est opérable. Et donc ce genre d'étapes sont essentielles pour définir où le chirurgien va devoir performer son opération. Donc ça, c'est un point très très utile de la mesure EEG en clinique. Maintenant, si on doit, pour diverses raisons, aller sur des signaux qui sont plus proches du cerveau, on peut faire le même type de mesure et le même type d'approche, cette fois en utilisant ce qu'on appelle l'électrocorticographie. Donc le principe consiste à cette fois faire une intervention chirurgicale. Donc on va faire ce qu'on appelle une craniotomie. Le chirurgien va ouvrir la boîte crânienne pour positionner une grille. Donc ça, c'est une grille typique de ECOG, donc d'électrocorticographie. Chaque disque ici fait 1 à 5 mm de diamètre et puis ils sont espacés typiquement de à peu près 1 cm. Et chacune de ces électrodes va en fait mesurer un potentiel de champ à la surface du cerveau. Donc contrairement à l'EEG, ici on va être beaucoup plus ciblé au niveau de la zone du cerveau qui est concernée. Typiquement, les grilles cliniques de ECOG, elles font 10 par 10 cm. Donc ça vous donne une idée de la taille de la zone en fait, que l'on va interroger au moment de ces expériences. L'ECOG aujourd'hui est principalement utilisé en intraopératoire ou sur très courte durée, c'est-à-dire le patient aujourd'hui rentre pas à la maison avec le dispositif, le patient reste à l'hôpital et ce sont typiquement des dispositifs qui sont utilisés sous 30 jours et au maximum après 30 jours on enlève le dispositif. Il y a diverses raisons pour ça. Donc l'ECOG est vraiment un outil d'investigation à ce moment-là où on va chercher vraiment à affiner, par exemple dans le cas de l'épilepsie, où vraiment ce foyer épileptique réside. On l'utilise aussi parfois pour diagnostiquer des possibles traumatismes crâniens. Et les électrodes ici sont reliées à des câbles que vous pouvez voir ici et n'ont pas d'électronique implantée. Donc c'est la raison principale aussi pour laquelle on ne peut pas utiliser ces dispositifs sur le long terme et les patients ne rentrent pas chez eux avec ces électrodes puisqu'on a un câble qui va être connecté
et donc avoir une sortie transcutanée. Et donc on ne peut pas laisser le dispositif comme ça, et donc on l'enlève à 30 jours, au maximum à 30 jours, et le patient ensuite, on referme la boîte crânienne pour que le patient puisse du coup retourner chez lui. Donc ça, c'est un point important de cette technologie, parce que ce n'est pas une technologie aujourd'hui qu'on va utiliser, à part peut-être un cas qui est en train d'être développé, où on va l'utiliser de manière thérapeutique. C'est vraiment une méthode aujourd'hui d'investigation et de diagnostic. Au niveau du type de signaux qu'on va mesurer avec l'ICOG, ici, il y a une comparaison assez intéressante qui a été faite récemment par le labo de Sidney Cash à Boston, qui en fait compare la résolution et le type d'information disponible en fonction de la taille de l'électrode et de la géométrie de l'électrode. Donc il faut savoir que les implants aujourd'hui l'utilisation d'implants chez l'homme sont extrêmement régulés. Donc le type de dispositif que l'on peut implanter sont extrêmement contrôlés. Et c'est pour ça qu'en général, on a ces grosses électrodes, c'est ce qu'on appelle les clinical strips, qui ont ces électrodes de l'ordre du millimètre, qui sont utilisées de manière routine. Si vous voulez introduire une nouvelle technologie avec des électrodes plus petites, plus denses, sur d'autres matériaux, c'est quelque chose qui est aujourd'hui pas encore déployé au niveau complètement clinique, mais on peut faire des études cliniques, et c'est ce qu'ils ont fait ici pour essayer de comprendre est-ce que ces tailles d'électrodes étaient les tailles idéales finalement pour renseigner sur l'activité neuronale. Donc ici il y a une comparaison où en fait ils ont placé une électrode classique, donc c'est ces électrodes de l'ordre du millimètre avec une dimension d'1 centimètre entre deux points de contact, et puis juste à côté ils ont mis une autre électrode qui elle est beaucoup plus petite, donc c'est un réseau d'électrodes où là les électrodes font 50 microns, donc vraiment, vraiment très petites, et elles ont un espace interélectrode que du millimètre. Mais elles couvrent en gros la même surface, donc ils les ont distribuées pour pouvoir vraiment faire une comparaison. Donc là, avec les ICOG, on a les signaux LFP, donc de champ classique, je dirais, de ce type d'électrodes et de mesures. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, avec les électrodes miniaturisées, on peut aussi mesurer la structure, le signal qui va ressembler, l'échelle ici est 10 fois plus grande, hein, en temps, mais ces signaux-là vont être assez similaires à ce que l'électrode macroscopique va mesurer. En revanche, si on zoome dans le temps, on va pouvoir voir une autre information que les grosses électrodes vont en fait filtrer et ne peuvent pas capturer. Donc ça, c'est un point intéressant qui est en développement, où en fait, on va essayer d'introduire des électrodes qui sont plus petites, plus denses, afin de capturer une information plus précise en fait de l'activité cérébrale. Donc ça, c'est pas en clinique de manière routine, mais ce sont des choses qui commencent à être explorées par certaines équipes. Donc un des gros inconvénients de la technologie ICOG, c'est en fait la taille de la craniotomie qui doit être faite aux patients. On a vu, typiquement, on parle de grilles qui font 10 par 10 cm, donc la craniotomie, donc l'ouverture dans la boîte crânienne, doit être au moins aussi grande. Et donc ça, c'est du coup une chirurgie qui peut aussi, au niveau esthétique, après, va laisser quelques marques, parce qu'il faut reconstruire et repositionner la calotte osseuse quand on referme la boîte crânienne. Et donc, dans certains cas, on peut préférer une autre approche qui s'appelle le stéréo-EEG. Donc, c'est une mesure qui va être également invasive, mais qui va nous donner des signaux qui sont assez similaires à l'ICOG. Mais en revanche, l'insertion de ces électrodes vont être à travers une toute petite ouverture. Donc plutôt similaire à le type d'ouverture qu'on va faire pour insérer une électrode de stimulation pour la stimulation profonde. On va faire une toute petite ouverture, donc quelques millimètres de diamètre, et on va pousser l'électrode à l'intérieur du cerveau. Et donc on va utiliser
ces implantations. Alors vous pouvez voir ici sur cette radiographie qu'on peut implanter plusieurs de ces électrodes et donc qui va nous permettre de mesurer aussi l'activité cérébrale, cette fois distribuée à l'intérieur du cerveau. Donc il y a une tendance aujourd'hui chez les neurochirurgiens de privilégier ce type d'approche. Alors ici c'est peut-être un cas exceptionnel où il y a beaucoup d'électrodes qui ont été insérées, mais ce n'est pas inhabituel d'avoir des procédures avec 5-6 électrodes qui sont insérées. Même principe que pour l'ICOG, elles ne restent pas long terme dans le cerveau, elles sont retirées une fois que la mesure a été effectuée. Ce qui est intéressant aussi dans cette diapo, c'est cette petite structure, enfin c'est ce snapshot de signaux pour vous donner aussi une vue un petit peu réelle de qu'est-ce qu'on mesure souvent. Les signaux que je vous ai fait voir avant, ils étaient tout propres, on voyait très bien les signaux de l'activité cérébrale. En réalité, il y a énormément de pollution du signal, en particulier par le rythme cardiaque, par des mouvements de muscles qu'on peut avoir. Et donc, il faut aussi beaucoup traiter le signal que l'on a mesuré pour extraire l'information qui est la plus intéressante. Donc, il y a beaucoup d'étapes. En fait, lorsque vous mesurez un signal, on n'est pas tout à fait sûr, a priori, qu'il y a réellement une activité cérébrale ou un événement neurologique qui s'est passé quand on a fait ces types de mesures. Donc il y a beaucoup d'analyses qui doivent être faites à partir des signaux bruts. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a peu aujourd'hui de systèmes complètement implantés pour faire de la mesure, parce qu'il requiert un process de l'information en temps réel qui est énorme en fait. Le nombre de données qui sont acquises en fonction du temps sont très grands et il faut en plus filtrer, amplifier et processer cette information. Donc il requiert une électronique assez sophistiquée et des algorithmes également sophistiqués pour extraire l'information utile. Donc c'est une petite parenthèse, mais c'est un point important pour comprendre aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec la mesure aujourd'hui en temps réel, en particulier en clinique, et qu'est-ce qui est encore dans le domaine ce qui va venir dans les années suivantes. Donc au niveau mesure, la dernière méthode de mesure qu'on peut trouver aussi dans le milieu clinique, c'est la MEG. Donc là, c'est une mesure dite magnéto-encéphalographique. Donc sur le principe, c'est un peu comme l'EEG, on a une sorte de casque qui va être positionné à la surface du cerveau. C'est une méthode qui est assez récente, mais n'est pas encore très déployée, simplement parce qu'il faut une machine assez impressionnante pour faire ce type de mesure. Mais ici, donc, on a un système. La machine est très grosse ici, parce qu'on a un système de refroidissement, mais le principe est en fait de mesurer l'information en fait liée aux réponses, à une réponse magnétique, et on a une bonne résolution avec ce type de mesure. Donc ici, ce qui est caché dans ce système, on a tout un réseau de capteurs et de petites antennes en fait, qui vont mesurer les courants induits et qui vont permettre aussi de faire, comme on a vu tout à l'heure dans le contexte de l'EEG, de faire une cartographie, en fait une reconstitution des zones de la localisation de l'activité cérébrale. Donc ces méthodes-là, elles sont également utilisées en neurochirurgie. Elles donnent une résolution spatiale qui est un petit peu meilleure que celle de l'EEG, mais elle n'est encore pas complètement déployée dans tous les hôpitaux, je dirais. Donc maintenant, ça c'est là on a vu pas mal d'applications cliniques donc au niveau de la mesure de l'information. Maintenant on va regarder ce qu'on peut faire au niveau de l'écriture. Donc l'écriture étant ce que nous dans notre jargon on appelle écrire dans le système nerveux, c'est moduler l'activité neuronale, donc la stimuler afin d'induire un effet de contrôler l'activité. Donc il y a aussi deux techniques de modulation, des techniques de modulation dites non invasives et des techniques de modulation invasives.
Dans les techniques de modulation non invasive, il faut que je bouge. Voilà. Dans les techniques non invasives, on va utiliser beaucoup le courant électrique pour stimuler l'activité cérébrale, mais on va aussi utiliser les champs magnétiques. Donc ici, c'est un petit peu la même représentation qu'on a vue tout à l'heure pour la mesure. Ici, on a cette fois l'échelle spatiale, elle est sur l'axe des X, et puis là, c'est la résolution temporelle. Donc par rapport à tout à l'heure, on est inversé. Et on a en fait différentes techniques en fonction de la zone que l'on veut interroger. Dans la stimulation clinique, on va être souvent à l'échelle dite méso, donc à l'échelle du cerveau, donc à l'échelle macroscopique. Donc là, on a les techniques qui sont en vert ici sont celles qui sont les plus utilisées aujourd'hui en clinique. Là encore, comme tout à l'heure, si on veut descendre sur de la stimulation plus précise, plus individuelle sur chacune des cellules, si on fait ce qu'on appelle de la microstimulation ou alors de la stimulation optogénétique, on va pouvoir là avoir des stimulations plus spécifiques, mais ce ne sont pas des techniques qu'on va trouver aujourd'hui de manière routine en clinique. Donc on utilise beaucoup d'acronymes dans ces modes de stimulation non invasive. Et donc TDCS correspond à une stimulation à courant direct. Donc on a 2 électrodes entre lesquelles qu'on place autour de la zone d'intérêt, et on va faire circuler un courant continu entre ces 2 électrodes. Donc on a une anode et une cathode, et le courant électrique va induire une dépolarisation des neurones qui sont sur le chemin des lignes de courant. On a une technique, le ACS, qui est une technique où cette fois on va utiliser un courant dit alternatif. C'est une technique qui n'est pas très utilisée. Les développements sont pas, les résultats avec ces techniques sont bien moins intéressants qu'avec la stimulation à courant direct. La stimulation à bruit aléatoire, elle va être une combinaison en fait des 2 précédentes méthodes où là on ne va pas contrôler l'amplitude de la stimulation, donc elle va être choisie de manière aléatoire. Et enfin, celle dont je vais vous parler le plus, c'est la stimulation à champ magnétique, qui est là l'utilisation d'un champ donc magnétique avec une bobine qui va être placée à la surface du cerveau en particulier pour induire des effets sur l'activité cérébrale. Et enfin, une technique qui est en train d'émerger, qui est la stimulation à ultrasons, qui est un petit peu plus ciblée. Et l'avantage des ultrasons, c'est qu'on va pouvoir approcher des tissus qui sont plus en profondeur dans le cerveau. Beaucoup de ces techniques et les grandes limitations des technologies non invasives, c'est qu'elles vont rester en général à la surface. Elles vont stimuler surtout le cortex, la structure externe du cerveau, et on a plus de difficultés d'avoir une focalisation des champs qui sont générés par ces méthodes sur des structures plus profondes à l'intérieur du cerveau. Donc c'est un peu il y a toujours un compromis entre le choix de l'invasivité de la méthode avec sa localisation. Donc pour la stimulation magnétique transcrânienne, donc elle consiste vraiment à imposer en fait une bobine qui va délivrer un champ magnétique qui va être pulsé à proximité de la zone d'intérêt dans le système nerveux. Donc on essaie de stimuler en fait une zone la plus large possible, et en fait en utilisant le champ magnétique, on va pouvoir activer, donc dépolariser les neurones et donc générer ou bloquer éventuellement l'activité de certains neurones. C'est une méthode qui est utilisée aujourd'hui soit de manière pulsée, mais avec une séance avec des pulses de manière en fréquence constante, soit on l'utilise avec des cycles de répétition, donc on envoie des paquets de pulses, on s'arrête, on recommence. Donc il y a plusieurs modes d'utilisation de la stimulation du champ magnétique pour activer l'activité neuronale. On l'utilise en clinique souvent pour essayer de pallier à certains effets liés à la dépression.
Donc on utilise souvent cette technologie donc de stimulation non invasive dans le contexte neuropsychiatrique et donc différentes autres conditions comme j'ai mentionné ici. Dans ces cas-là, on ne va pas chercher à changer ou bloquer certains phénomènes, mais on va essayer en fait d'induire ce qu'on appelle une certaine plasticité, donc d'essayer de reprogrammer localement l'activité neuronale qui peut être induire et associer à certains des symptômes ici de ces maladies ou ces conditions neuropsychiatriques. Le problème dans le challenge dans de nombreuses de ces approches, c'est que quand on parle de problèmes liés à la psychiatrie, on va vouloir avoir des structures ou des thérapies qui vont essayer d'agir sur nos émotions ou sur la mémoire, sur la prise de décision. Et en fait, les tissus et les zones du cerveau qui sont responsables, qui sont les centres de commande de ces différentes états, en fait, sont des structures qui sont assez profondes dans le cerveau. Donc, c'est un vrai challenge, en fait, d'utiliser les techniques non invasives aujourd'hui pour atteindre, en fait, ces zones et essayer de moduler leur activité afin de pallier à certains de ces effets. Donc, il y a des approches où, au lieu d'utiliser une bobine plate, comme ce qui est utilisé en TMS en règle générale, on peut designer des électrodes, enfin des bobines qui vont être plus englobantes au niveau de la boîte crânienne afin d'avoir une meilleure pénétration du champ magnétique à l'intérieur du cerveau. Donc ici, on a des exemples de bobines qui sont utilisées dans différents cas de conditions qu'on essaie de traiter, mais malgré tout, ces types de bobines en fait restent l'intensité en fait du champ est telle qu'elle reste quand même assez limitée à la surface du cortex. Alors on va un peu plus en profondeur que juste la bobine plate, mais ça reste néanmoins sur le cortex, on n'arrive pas à atteindre par exemple l'hippocampe ou d'autres zones un peu plus profondes. Donc récemment, il y a une nouvelle technique qui a été introduite qui s'appelle une technique de stimulation par interférence temporelle. Donc ces techniques sont, cette fois on revient au courant électrique, on n'est pas avec une stimulation magnétique. Et en fait cette technologie elle utilise un peu les principes utilisés dans les radars où on peut construire et déconstruire et moduler la forme d'un signal en les faisant se rencontrer. Donc ici, si on considère qu'on utilise deux paires d'électrodes et chacune de ces électrodes vont conduire un signal avec une certaine fréquence, et que ces deux signaux sont juste un petit peu décalés par une petite fréquence, alors il va y avoir une zone où les ondes vont se rencontrer et se combiner pour du coup former un signal avec une enveloppe qui aura une fréquence donc égale à la différence des deux fréquences entre les deux signaux. Et surtout, on va pouvoir contrôler la zone maintenant, plus en profondeur, où ces signaux vont se rencontrer. Donc en fait, c'est une technique qui a été, donc c'est assez récent, qui a été développée vraiment à la fin des années, enfin mise en place en tout cas vers 2017-2020. Et en fait, on essaie maintenant d'explorer, est-ce qu'on peut utiliser cette approche pour cette fois de manière non invasive, aller moduler et changer une activité neuronale dans une structure plus profonde du cerveau. Et donc, ça, c'est un exemple qui est publié très récemment par un de mes collègues à l'EPFL, Friedem Hummel, qui lui s'intéresse à induire un changement de plasticité en utilisant cette technologie et aider en fait à moduler certaines notions liées aux apprentissages moteurs. Et donc ça peut avoir des applications pour des patients par exemple qui ont eu un AVC, qui ont un problème de motricité du bras par exemple, et essayer de rééduquer en fait l'utilisation de sa main par exemple avec ce type de modulation. Et donc, en fait, il a utilisé donc, cette stimulation à interférence temporelle
en demandant à la personne de faire un simple en tapant avec les différents doigts sur la surface pendant la stimulation. Et la stimulation temporelle, à interférence temporelle, en fait ciblait des zones profondes dans le cerveau, et en particulier ces deux noyaux ici, le caudate et le putamen. Et ensuite, il a comparé les résultats de l'activité donc cérébrale induite à l'issue de ces stimulations. Et on voit en fait qu'il y a une amélioration de la performance lorsqu'on utilise cette stimulation par rapport à si on utilisait une stimulation à une seule fréquence qui n'atteint pas en fait les tissus plus profonds. Donc ça, c'est une approche qui est prometteuse parce ça veut dire que on a cette stimulation et la stimulation perdure. Enfin, l'effet de la stimulation va perdurer dans le temps. Combien de temps, ça c'est encore quelque chose qui reste à analyser. Pour l'instant, on a ces premières études qui montrent un effet immédiat après la stimulation et sur quelques semaines, mais il n'y a encore pas de recul sur l'effet sur le long terme. Combien de séances il faut faire, par exemple, pour améliorer ce genre de performance. Mais c'est une approche intéressante parce qu'on peut atteindre des tissus qui sont pas atteignables avec les autres technologies non invasives. Donc c'est un point important. Donc si on revient un peu sur qu'est-ce qu'on peut faire avec ces technologies non invasives, donc on va utiliser beaucoup ces techniques de neuromodulation, souvent dans le cas de contexte de patients qui ont soit des troubles moteurs au niveau du contrôle des bras en particulier, mais aussi beaucoup dans le contexte de troubles cognitifs, et voir l'effet en fait que pourraient avoir ces stimulations répétées dans le cas de lésions ou de problèmes neurologiques liés à Alzheimer ou autres maladies dégénératives. Et puis un point que je n'ai pas encore mentionné, c'est que souvent ces techniques sont également combinées à des technologies de rééducation à base de robotique. Et donc souvent, on va en fait former et aider le patient à faire ces différentes tâches en utilisant des exosquelettes, donc des structures robotisées qui vont aider à soutenir par exemple un membre qui peut-être fonctionne mal ou ne fonctionne plus bien, et on va utiliser le robot pour aider à guider et à entraîner le mouvement du bras comme c'est montré ici. On utilise aussi maintenant beaucoup la réalité virtuelle pour mettre la personne dans un contexte et rendre aussi ces séances de rééducation plus interactives. Donc l'utilisation de ces technologies non invasives, elles ont un grand plus qui est vraiment d'aller vers cette médecine personnalisée qui doit être en fait continue depuis le diagnostic à l'hôpital, les premières techniques de modulation à l'hôpital, et poursuivre en fait la rééducation à la maison également, parce que ça, ce sont des points qui sont essentiels dans ces domaines de rééducation. Donc la rééducation à domicile est un point important, et donc là, seules les techniques non invasives et autonomes vont pouvoir aider en fait la personne à suivre sa réhabilitation. Et ça, ici, c'est aussi d'autres exemples où on peut utiliser la robotique et aussi les technologies ludiques pour aider à mettre en place ces approches de réhabilitation. Donc on a beaucoup d'espoir de l'utilisation de ces neurotechnologies non invasives pour ces traitements qui requièrent un suivi long terme et une action long terme avec le patient. Maintenant, je voudrais passer sur des techniques qui sont plus invasives. Donc là, on s'est concentré sur les technologies cliniques qui sont non invasives. Et ce n'est pas une liste exhaustive, loin de là, mais c'est 3 exemples qui sont suffisamment établis maintenant en clinique pour les mentionner comme presque des thérapies un peu routines de ces technologies invasives. Donc, je vais d'abord vous parler de l'implant cochléaire, ensuite de la stimulation cérébrale profonde, et enfin de la stimulation de la moelle épinière. Donc, dans les 3 cas,
thérapie et le mode d'intervention nécessite une implantation d'un dispositif. Ce dispositif est en général un réseau d'électrodes qui va délivrer des impulsions électriques au système nerveux, là où il est défaillant, là où il y a eu un trauma, où on doit en fait réécrire les commandes dans le tissu neuronal. Donc on va commencer par le système auditif. Donc ici vous avez une représentation, une vue zoomée si vous voulez du système auditif, où ici on a le tympan, lorsque le signal sonore arrive, lorsque le signal sonore arrive dans l'oreille, en fait le signal sonore est ni plus ni moins qu'une série d'ondes mécaniques qui vont vibrer en arrivant dans votre tympan. Cette stimulation mécanique va mettre en vibration les osselets qui vont se mettre à vibrer et transmettre un signal à l'intérieur de la cochlée, donc faire propager ces ondes mécaniques à l'intérieur de la cochlée, qui, elle, va être en fait le point d'entrée du système nerveux, puisque le nerf auditif se projette à la paroi de la cochlée, et donc chaque position, chaque neurone qui va être connecté à la cochlée, où il va recevoir en fait ces ondes mécaniques, va ensuite envoyer le signal correspondant, cette fois de manière électrique, le long du nerf auditif, jusqu'au noyau cochléaire qui est à l'entrée du tronc cérébral, et puis le signal va ensuite se répartir dans le circuit auditif. Donc si on regarde le chemin global, on commence du tympan, on va convertir le signal mécanique en impulsion électrique au niveau de la cochlée, donc ça c'est un élément important de la transduction du son en signal neuronal. Et ensuite, il y a différents relais dans le système nerveux qui vont aller jusqu'au cortex auditif au niveau duquel on va avoir le process de l'information et comprendre quels mots on a entendus, quel type de son on a entendu, etc. Ce qui est très intéressant au niveau de la cochlée, c'est que l'information dans la cochlée est encodée en fonction de la fréquence du son. Donc, je vais revenir là-dessus, c'est ce qu'on appelle la tonotopie, mais c'est ce système d'encodage. Donc là, ici, les couleurs correspondent des basses aux hautes fréquences, et on retrouve cet encodage pratiquement à tous les niveaux du système auditif. Et donc chaque son, chaque fréquence de son va avoir en fait un positionnement très spécifique dans le système auditif. Donc, et pour qu'on convertisse en fait les ondes mécaniques, donc le son, en information neuronale, en fait, dans la cochlée, on a des cellules clés qui s'appellent les cellules de ciliés, qui en fait vous pouvez un petit peu les imaginer comme des petites algues au fond de l'eau qui vont en fait onduler. Et elles vont onduler et en fonction de la fréquence et l'amplitude du son, l'ondulation de ces cellules vont en fait activer les neurones auxquels ils correspondent. Donc chaque cellule va être connectée à un neurone, à l'axone d'un neurone, qui va lui à son tour envoyer l'information au système auditif central. Donc c'est un système très sophistiqué où on a en fait cette conversion son, onde mécanique, en impulsion électrique, qui en fait tout est lié avec ce qu'on appelle ces cellules de ciliés, les hair cells, qui elles vont en fait moduler en fonction du déplacement qu'elles subissent lorsque l'onde du son arrive dans la cochlée. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour développer une technologie qui va nous permettre de stimuler ces cellules? Donc lorsqu'on a une surdité profonde, il y a plusieurs raisons à la surdité profonde, mais souvent, on a un problème au niveau des cellules de ciliés qui, elles, du coup, ne vont pas pouvoir faire cette transduction entre le déplacement mécanique et donc la conversion vers le système neuronal. Donc l'implant cochléaire
va essayer en fait de placer des électrodes au plus près de ces zones pour envoyer une impulsion électrique pour dépolariser les neurones et donc les activer comme l'aurait fait la cellule de cilié si elle était encore fonctionnelle. On peut aussi utiliser c'est l'utilisation principale de l'implant cochléaire. Donc en fait, si on regarde l'implant cochléaire, maintenant de plus près, donc la cochlée a une structure très intéressante, elle a cette structure en escargot. Donc tout l'art de l'implant cochléaire est en fait de le pousser à l'intérieur de l'escargot et pour distribuer des électrodes qui vont être le long donc de la structure ici, pour répartir des électrodes tout au long de l'escargot. Et ce qui est important, c'est que si on voulait convertir, donc ici vous avez, j'ai mis une illustration de ce qu'on appelle la tonotopie, donc la répartition géographique, si vous voulez, des fréquences des sons que l'on reçoit dans la cochlée en fonction de la position de la cochlée. Donc on voit que les fréquences basses, donc les quelques hertz, centaines de hertz, elles correspondent aux cellules qui sont toutes à l'intérieur de la cochlée, alors qu'à l'entrée de la cochlée, on va plutôt avoir les fréquences hautes. Donc, mais ça, c'est un gros avantage, parce que ça veut dire que si on distribue les électrodes le long de cette cochlée, le long de cet escargot, mais du coup, on va pouvoir sélectionner exactement les fréquences que l'on veut pour pouvoir restituer cette notion sonore, cette conversion sonore. Je vais essayer de vous faire voir une petite vidéo, si ça veut bien fonctionner, de l'insertion d'une de ces électrodes dans le... Alors, j'ai plus ma souris. C'est celle-là. Donc là, quand je vais mettre en route, les deux points noirs que vous voyez ici sont deux électrodes qui sont dans l'électrode globale. Donc il faut imaginer que l'électrode cochléaire, c'est comme un grand tube, et le long du tube, on a des électrodes. Donc chacune de ces électrodes sont, là on en voit deux, et on va voir donc l'insertion de l'implant dans la cochlée, et on voit donc il doit suivre la courbure de la cochlée, et donc courbé en fonction de cette insertion. Donc là, dans cette procédure, on a, dans cet implant-là, il y a typiquement une dizaine jusqu'à 21 électrodes sur la structure. Donc on est très miniaturisé. La dimension typique de la cochlée. Donc là, il faut que j'arrive à revenir à mes slides. Alors, attendez, j'ai perdu ma souris. Voilà, donc si on regarde maintenant, ça c'est une vue de la cochlée avec le positionnement des électrodes. Et pour donner une idée des dimensions, donc le diamètre d'entrée en fait, de la cochlée au plus large est de l'ordre du millimètre. Donc on a des électrodes qui sont quand même, et le tube global qui est très petit. Et ce qui est tout aussi difficile pour réaliser ces électrodes, c'est que la courbure est aussi très petite. Donc on a des courbures dans l'escargot ici qui sont de l'ordre de 4 mm. Donc on a des électrodes qui doivent être très, très déformables en fait, pour suivre cette courbure. Alors en pratique, il y a plusieurs modes, plusieurs sortes d'électrodes. Donc ici, vous en avez une qui est produite par une société qui s'appelle Cochlear. Ici, vous avez le boîtier qui est implanté de manière sous-cutanée. Donc ça, c'est tout inséré à la surface où des fois on creuse un petit peu l'os pour mettre le boîtier électronique qui en fait va encoder et numériser l'information qu'on doit envoyer aux électrodes. Donc là, on a le câble qui est un petit peu en serpentin parce qu'il est très, très souple. Et on a les électrodes, et les électrodes, elles sont réellement juste au bout du petit escargot.
certaines électrodes n'ont pas une grande, tout l'escargot. Donc en fonction des techniques, en fonction des chirurgiens, en fonction des fournisseurs aussi, il y a différentes formes et géométries. C'est assez rare d'avoir des implants qui vont nous permettre de restituer les basses fréquences, puisque c'est celles qui sont le plus en profondeur, je dirais, de la cochlée. Donc c'est assez complexe. Mais néanmoins, c'est une technologie qui est très utilisée. Donc il y a plusieurs centaines de milliers de patients aujourd'hui dans le monde qui bénéficient de cette technologie, en particulier des enfants, comme vous pouvez voir sur cette image. Et souvent, chez les enfants, ils ont souvent une surdité sur les bilatérales, donc ils sont appareillés sur les deux cochlées. Et ce sont des technologies qui, en fait, consistent à une partie qui est complètement implantable. Donc là, elle reste et puis elle ne va pas être modifiée au cours du temps. En revanche, on peut modifier, avec les avancées aussi du numérique et de la miniaturisation de l'électronique, la partie processeur du langage, donc qui est le système qui capture le son et qui convertit le son, la musique et les paroles, en signaux qui vont être transmis ici de manière donc inductive à la partie implantée pour ensuite délivrer les impulsions électriques. Donc, on a un des premiers challenges dans ce type de technologie, ça a été de trouver comment on pouvait stimuler pour que la personne entende des fréquences, ensuite puisse reconstruire des mots. Donc, il y a une partie aussi de plasticité qui doit être développée pour apprendre à comprendre les sons en mots. Et ensuite, le vrai challenge est aussi d'utiliser ces technologies dans un environnement bruyant. Ça, c'est souvent ce qu'on appelle le problème de la soirée cocktail. C'est si vous êtes en groupe, il y a un brouhaha, vous êtes un petit groupe, vous arrivez peut-être à entendre la conversation de la personne à côté de vous, mais vous n'arriverez pas à entendre ce qui se passe dans le groupe de personnes un peu plus loin parce qu'il y a le bruit d'ensemble. Et ça, c'est particulièrement difficile à gérer dans ces technologies-là parce qu'il faut arriver à filtrer le bruit non nécessaire pour conserver exclusivement le bruit enfin, ou la musique ou les paroles importantes. Deuxième exemple de stimulation donc, qui est assez répandue également, donc c'est la stimulation cérébrale profonde. Donc là, je vais juste vous remettre les éléments qui sont utilisés dans ce type de technologie implantable. Et en fait, c'est un peu le même que celui de l'implant cochléaire. Dans toutes les technologies de modulation implantable, on va retrouver ces éléments-là. On va avoir des électrodes. Donc, on a vu dans la cochlée, ce sont les électrodes qu'on va insérer pour stimuler la cochlée. Dans la cochlée, ici, dans la stimulation cérébrale profonde, on va avoir une électrode qui va être plutôt linéaire, qui va être insérée, comme présenté ici, à travers les différentes couches dans le cerveau pour rejoindre le noyau que l'on souhaite stimuler pour la thérapie concernée. Donc là, on a des électrodes qui sont aussi macroscopiques, donc elles vont avoir ici un diamètre qui fait quelques millimètres, et puis en longueur, ça va être quelques centimètres. Les électrodes, elles sont toujours connectées à un câble, donc qui est cette grande structure ici. Dans le cas de la stimulation profonde, le câble va ressortir en fait au niveau de la boîte crânienne. Et ensuite, il va être routé de manière sous-cutanée, donc entre la peau de la boîte crânienne et puis, la boîte crânienne, routé jusqu'au stimulateur qui est en général implanté au niveau des pectoraux. Donc, le connecteur ce câble a un connecteur qui vient ensuite s'insérer dans le stimulateur donc, qui comprend l'électronique embarquée, qui, elle, en fait, va générer les impulsions électriques que l'on va vouloir injecter au niveau du noyau dans le cerveau. Donc ici, l'intégralité du dispositif est implantée. Donc dans ce boîtier, on a ici, au niveau des dimensions, c'est comme un pacemaker, c'est une technologie qui est très très similaire à celle qui a été développée pour les problèmes cardiaques. Donc là, on a un boîtier qui fait quelques centimètres de diamètre et puis un bon centimètre d'épaisseur. Et il y a une batterie
c'est ce qui prend en gros le plus de place dans ce boîtier, puis l'électronique qui va générer donc les différentes impulsions. Il y a un certain nombre de programmes qui sont en général pré-enregistrés dans le stimulateur. On peut le contrôler à partir d'une télécommande externe. Donc, souvent, c'est le médecin qui va activer au début la stimulation, ajuster les paramètres de stimulation en fonction de la réponse du patient. Mais à terme, le patient peut aussi moduler lui-même le choix des programmes de stimulation en fonction de ses propres perceptions. Et enfin, le dernier élément, c'est un système de recharge qui permet de recharger la batterie qui est implantée dans le système. Donc c'est un système assez modulaire qui néanmoins est complètement implanté. Et donc là, j'aimerais vous faire voir une autre vidéo qui, cette fois, va être en anglais, mais je la trouve assez pédagogique pour mettre en évidence le développement, le choix de cette technique et puis les effets surtout de la technologie. Donc là, vous allez voir un patient qui souffre de tremors, donc de mouvements non contrôlés de ses bras, et qui a décidé d'avoir cette implantation. Alors pourquoi on n'entend pas? I had this hand done last year. When I first started noticing any tremors, this was about maybe 12 years ago, but I didn't really pay much attention to it. You just kind of dismiss. I'll work around it. But it continually got worse. Donc là, il indique que pendant plusieurs mois et années, en fait, ces symptômes se sont empirés. Et donc, il va décider d'avoir cette procédure. Deep brain stimulation is a brain pacemaker. In our brain, when we have certain diseases, the signals, the electrical signals traveling around the brain become disordered. A little bit like when an orchestra is first tuning and everyone is kind of playing whatever they want to play. What deep brain stimulation does is it provides a regular set of electrical impulses that kind of drown out that noise and let the natural impulses go through. So whether it's Parkinson's disease or tremor, deep brain stimulation helps with the symptoms by getting rid of the bad or disordered signals that are traveling in the brain. Donc ça, c'est la procédure chirurgicale. C'est une procédure qui est effectuée éveillée. The first stage is the placement of the electrodes very precisely into the brain. And the second stage is the placement of the implantable pulse generator, which we call the battery. Did you feel something in your hand? What did you feel? A little shot. That was the lead going. At the University of Michigan, Donc là, pendant la procédure, ils ont inséré l'électrode et ils dialoguent avec le patient en demandant ce qu'ils ressentent, est-ce qu'ils sentent comme des chatouilles, pour savoir si vraiment il y a des effets éventuels de l'insertion de l'électrode. Et ensuite, ils vont activer la stimulation. And deep brain stimulation is done awake. The reason for this is that it's absolutely critical that we know that we're in exactly the right spot. Even in the same disease, different patients' brains are different. By having the patient awake in the operating room, there's an opportunity for Dr. Chu and Karen Kluin, our speech pathologists, to rigorously test the patient and make sure for that patient, the lead is in exactly the right spot. Donc pendant la procédure, il y a un échange constant entre les thérapeutes et le patient qui testent certains de ces mouvements. Donc là, on voit par exemple le doigt, c'est une opération en fait très précise pour la personne à effectuer. Donc s'il y a une déviation de ce genre de mouvement, ça donne une information au chirurgien aussi que peut-être il n'est pas dans la bonne zone, ou etc. Ils le font aussi beaucoup parler, parfois réciter l'alphabet, etc., pour aussi voir s'il y a un effet sur d'autres fonctions, comme les fonctions du langage et autres, liées à l'insertion.
Donc maintenant, je vais juste vous faire voir la fin où ils vont activer le système. Visit with Dr. Chu to have my settings made. So when we test them, you can turn on the stimulator and you can see a tremor basically melt away almost immediately once you get the right setting. And it's actually one of the best things in the world to see someone shaking around when they're holding the cup, and then you turn it on and... Donc là, vous avez vu le patient qui pouvait boire de manière tout à fait naturelle son verre avant l'activation de la stimulation. Il ne pouvait pas tenir de manière stable en fait, le verre pour pouvoir boire. Donc c'est vraiment un effet assez spectaculaire. Dès que la stimulation est mise en route, si l'électrode est effectivement au bon endroit, elle va bloquer en fait, cette activité erratique de cette zone du cerveau qui générait ces tremors. Donc c'est vraiment une utilisation de la neuromodulation qui est très efficace. Alors, si j'arrive à revenir sur mes slides. Voilà. Donc aujourd'hui, on utilise beaucoup la stimulation, donc ce qu'on appelle aussi le DBS, pour les fonctions moteurs. Mais en fait, ici, sur ce petit diagramme, vous pouvez voir qu'il est utilisé ou testé, parce que pas encore, tout n'est pas entièrement validé, de manière routine en clinique, mais différents symptômes qui vont de l'utilisation pour traiter peut-être la douleur chronique, éventuellement avoir des effets sur la mémoire ou sur les traitements d'Alzheimer, des problèmes plutôt liés au TOC et autres. Donc c'est vraiment une technique qui est très poussée et très développée aujourd'hui. Alors la technique que je vous ai fait voir là, c'était une technique de DBS dite en boucle ouverte, c'est-à-dire qu'on stimule, on a des paramètres de stimulation et on stimule tout le temps de la même façon. Éventuellement, le patient peut changer ou le médecin peut décider de changer le protocole de stimulation, mais une fois que le programme est enclenché, c'est toujours le même qui est développé. Maintenant, là où on va pousser la technologie, c'est pour faire ce qu'on appelle un système bouclé. C'est-à-dire qu'on va vouloir essayer de moduler la modulation en fonction de la réponse du corps. Donc l'idée, c'est en fait de faire la stimulation, comme on l'a fait dans un cas où la stimulation n'est pas bouclée, mais d'utiliser un capteur, que ce soit un capteur qui soit intégré à l'implant pour, par exemple, mesurer l'activité cérébrale autour et utiliser cette activité cérébrale comme mécanisme de contrôle pour ajuster les paramètres de stimulation. Donc ça, c'est un point qui maintenant même qui a été beaucoup développé dans le domaine académique, qui maintenant est poussé aussi par les sociétés qui produisent ces stimulateurs. Donc on a maintenant des systèmes qui sont de plus en plus sophistiqués, avec de la correction en fait en temps réel des protocoles de stimulation. Et ça, quelque part, à l'insu du patient, c'est-à-dire que ça se fait de manière automatique en fonction de la réponse même de son organisme. Et le dernier exemple que je voudrais présenter aujourd'hui, c'est un système qui est aussi basé sur exactement les mêmes principes, mais ça va être la stimulation de la moelle épinière. C'est un peu aussi comme un pacemaker, et les composants sont les mêmes, à la différence que cette fois, on va implanter un réseau d'électrodes le long de la moelle épinière. Donc, on utilise cette stimulation de moelle épinière beaucoup dans le contexte du traitement de la douleur chronique, où on va utiliser des bursts d'impulsion électrique au niveau de certaines des racines le long de la moelle épinière pour essayer de contrôler en fait, l'activation des fibres sensorielles liées à la douleur. Et le cas que je vais vous présenter ici, c'est un cas qui est dans le contexte de lésion de la moelle épinière. Donc ça, ce n'est pas encore un protocole médical, mais c'est une étude qui est à l'étape de l'évaluation en niveau clinique, étude qui est menée par mes collègues à l'EPFL, Grégoire Courtine et Jocelyne Bloch, qui en fait utilise
donc cette sorte de pacemaker à la surface de la moelle épinière. Donc ici, c'est un exemple de ces électrodes. Donc chaque petit rectangle ici correspond à une électrode. L'électrode est insérée de manière chirurgicale sous les vertèbres, mais sur la moelle épinière. Il y a dans l'espace, dans la zone juste au-dessus de la dure mère de la moelle épinière. Et il positionne l'électrode dans un contexte donc, lié aux lésions de la moelle épinière. Donc il positionne toujours l'électrode en dessous de la zone qui a été endommagée. C'est-à-dire que si la lésion de la moelle épinière est à ce niveau-là, on va placer l'électrode en dessous. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est que les zones en fait, qui sont sous la zone de la liaison vont correspondre aux zones d'innervation en fait, des membres inférieurs. Et donc, si on stimule la moelle épinière et en particulier les racines à ce niveau-là, on va pouvoir activer le fonctionnement de ces neurones moteurs qui vont pouvoir alors contrôler l'activation des muscles et donc le déploiement de la marche. Donc l'observation ici de ce principe, il vient du fait que malgré la section ou l'endommagement ou l'écrasement de la moelle épinière lié au traumatisme que la personne a eu, en fait les cellules restent complètement fonctionnelles. Ce qui manque, un des challenges lorsqu'il y a une lésion de la moelle épinière, c'est qu'on coupe le système central, le cerveau, du reste du corps. Donc si on a une lésion de la moelle épinière, l'information va descendre, mais elle va s'arrêter au niveau de la lésion. Et elle ne va pas atteindre la zone distale qui va ensuite contrôler les membres inférieurs. En revanche, si on trouve un moyen de substituer cette information qui descend du cerveau vers les membres, et donc d'utiliser cette modulation électrique de la moelle épinière pour remplacer l'information finalement qu'on recevrait du cerveau, on va pouvoir réactiver en fait le fonctionnement de la marche. Et donc c'est ce qu'ils ont développé. Donc ici vous avez sur cette vidéo, à gauche vous avez les électrodes qui sont activées, et ici vous avez le patient David qui donc à cette stimulation. Lorsque la stimulation est off, vous avez vu, vous ne pouvez plus bouger. Lorsque la stimulation est activée, il peut recommencer à utiliser et à contrôler en fait le mouvement de ses jambes. Donc, c'est une technologie qui aussi requiert beaucoup de rééducation. Donc, une fois que le patient a bénéficié de l'implant sur la moelle épinière, ça ne résout pas d'un seul coup la restauration de la marche. Il y a beaucoup de rééducation avec une assistance, avec un support robotisé, comme vous voyez ici, qui soutient son poids. Mais petit à petit, au fur et à mesure des séances de rééducation, on voit une amélioration spectaculaire de la restauration du contrôle des membres inférieurs. Donc, et juste pour conclure aujourd'hui les techniques, donc je vous ai principalement parlé de ce qui a été utilisé aujourd'hui de manière relativement routine à l'hôpital. Il y a aussi, et ça on en parlera dans les prochains cours, un énorme développement maintenant plutôt au niveau académique sur tout ce qui est interface homme-machine. J'ai déjà parlé de ces applications la semaine dernière. Mais où on va voir qu'on va utiliser aussi maintenant ces systèmes plutôt bouclés, où on va avoir des systèmes où on va mesurer une intention cérébrale pour contrôler soit son propre corps, soit une prothèse, soit une structure robotisée. Donc c'est vraiment un domaine qui est en essor maintenant, mais ce ne sont pas des thérapies. Donc ça, c'est une chose que je voudrais qu'il soit assez clair au niveau du cours, c'est que ce sont encore des avancées qui se font au niveau académique. On espère que ça deviendra des thérapies, mais ce ne sont pas encore des thérapies. Donc à retenir aujourd'hui, je vous ai présenté plusieurs techniques de mesure qui sont souvent utilisées pour les diagnostics, dans le diagnostic de conditions neurologiques.
On a parlé beaucoup de l'IRM comme un point d'entrée en fait, de l'utilisation des neurotechnologies pour les patients, mais on a des techniques qui nous permettent aussi de mesurer un peu plus précisément l'activité cérébrale. Et on a passé en revue quelques techniques de modulation de l'activité neuronale, qu'elles soient non invasives ou invasives. Je n'ai pas du tout traité la stimulation du système périphérique par rapport à faute de temps, mais il y a aussi des dispositifs qui sont utilisés pour appliquer de la neuromodulation au niveau des nerfs, et en particulier du nerf vague, et qui est utilisé beaucoup dans aussi le traitement de l'épilepsie. Donc voilà, aujourd'hui on va s'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention.